Voilà, donc on va parler cet après-midi de l'accès, alors tout particulièrement l'accès à la nature. D'abord, je voudrais me présenter, je m'appelle Jean-Yves Lapeyrière, j'assure la fonction de président d'ECO, la Confédération européenne des employeurs de l'outdoor. Donc on est une confédération européenne qui regroupe des organisations patronales nationales en France, en Espagne, en Bulgarie, en Irlande, voilà, dans toute l'Europe. Et notre job, c'est d'assurer la représentation de l'outdoor en général et évidemment du kayak, du raft et des activités nautiques en particulier. Alors des activités commerciales, puisque nos membres sont des sociétés commerciales qui vendent du matériel, qui livrent des prestations de kayak, de raft, mais aussi de VTT, de ski, etc. Il y a à peu près 25 à 30 000 entreprises en Europe. Il y en a un bon millier qui sont membres de notre organisation. Et notre rôle, c'est de les défendre, de les représenter au niveau européen vis-à-vis de la Commission. La Commission européenne est toujours en demande d'expertise. Et en matière d'expertise de l'outdoor, eh bien, c'est nous qu'ils viennent voir quand ils ont des questions en matière de standards professionnels, en matière de sécurité, en matière de diverses thématiques. Eh bien, on les a habitués depuis une dizaine d'années à prendre le téléphone et à nous contacter. Donc nous avons de très bons appuis à la Commission européenne. Et je dois avouer qu'ils ont eu des initiatives plus ou moins intéressantes, mais systématiquement, on a pu venir à Bruxelles pour donner le point de vue des professionnels de l'outdoor. Et alors, des organisations comme les nôtres servent d'ascenseur en quelque sorte, c'est-à-dire que la profession, on essaye de récupérer de l'information auprès de la profession pour la passer à Bruxelles. Et puis également, on récupère de l'information à Bruxelles pour la passer à la profession. Alors dans ce cadre-là, on fait un partenariat avec le Paddle Show et je suis là aujourd'hui pour vous donner de l'information sur diverses thématiques. On aura 3 thématiques pendant la semaine. Aujourd'hui, c'est l'accès à la nature, tant du point de vue réglementaire que du point de vue humain, parce qu'il y a 2 aspects. On n'accède pas à la nature comme ça, parce que la nature, elle appartient toujours à quelqu'un, enfin de plus en plus, notamment les espaces où on travaille. Et puis il y a l'aspect humain avec l'accès qui a été très longtemps réservé à des gens plutôt en bonne forme physique. Et aujourd'hui, il faut que l'outdoor s'ouvre de plus en plus à des gens qui ont des handicaps plus ou moins lourds et en fait qui peuvent devenir, vous le verrez tout à l'heure avec un témoignage de Jeza Williams, un spécialiste de ce secteur, qui est lui-même en chaise roulante suite à un accident de canyon et qui s'est dédié à offrir des solutions, des idées pour permettre aux handicapés d'accéder à la nature. Et on s'aperçoit que ça peut être des clients comme tout le monde, des clients avec des besoins particuliers certes, mais des clients comme les autres. Voilà, alors on va commencer ce webinaire sur l'accès aux activités nautiques. Alors aujourd'hui, quand on parle d'activités nautiques, on parle d'activités de mer, alors qui sont très spécifiques dans certains espaces. En France, on est beaucoup sur la voile, sur le surf dans le sud-ouest. Enfin, on voit tous à peu près les activités de mer commerciales qu'on peut avoir. Alors, il y a du kayak de mer aussi, évidemment. On a des pays comme l'Irlande où il y a du coast-steering qui est super à la mode en ce moment, qui fonctionne très bien. Et puis, évidemment, ces activités nautiques, c'est également les activités de rivière, les activités d'eau vive, du kayak, du canoë, du raft ou de lac, du stand-up paddle, etc. Donc une gamme d'activités assez large. Et on va traiter donc 2 aspects, l'aspect légal et l'aspect humain. Alors l'aspect légal, il y a plusieurs aspects dans cet aspect légal. Le premier, c'est évidemment l'aspect purement législatif. On ne rentre pas dans les activités de plein air, et notamment nautiques, juste comme ça. Il y a un certain nombre par exemple au niveau européen, on a des espaces comme Natura 2000, qui sont dédiés, qui sont plus ou moins réservés, dont l'accès est plus ou moins réglementé. C'est un point dont il faut tenir compte quand on livre des prestations. On a quelquefois tendance à oublier que ces différents niveaux existent et il est important de se le rappeler. Alors Natura 2000 au niveau européen. Au niveau national, il y a également un certain nombre de législations qui réglementent, enfin qui légifèrent ou qui réglementent l'accès aux rivières et l'accès aux lacs ou l'accès aux côtes. Et puis, bien évidemment, il y a un 3e niveau qui est un niveau régional ou un niveau municipal, local, parce qu'il y a des spécificités locales qui font que sur certains espaces, les municipalités sont obligées de prendre des dispositions particulières.
Je pense par exemple au Verdon, on connaît tous le Verdon dans la profession, où finalement l'accès est relativement ouvert. En revanche, le bivouac, le barbecue a dû être réglementé parce qu'il y avait énormément de monde. Alors, ça peut paraître des espaces anodins où on se dit, ouais, finalement, c'est quand même cool. Mais ça reste des espaces, vous le savez comme moi, où l'accident, l'embouteillage peut arriver très régulièrement. J'ai moi-même, il y a 3 semaines, un ami, j'ai eu la possibilité d'être élu maire il y a des années, et j'ai un ami maire qui est allé faire le Verdon, qui est mort en faisant le Verdon il y a 3 semaines. Bon voilà, donc c'est des espaces qui restent dangereux, qui restent... alors le danger, le risque zéro, on pourrait en parler, ce sera sûrement l'objet d'un prochain webinaire, parce que la notion de risque et de danger est peut-être subjective, mais en tout cas, voilà, il y a quelquefois besoin au niveau local aussi de réglementer pour des raisons très précises. Cette rivière va être réglementée, mais la rivière d'à côté ne va pas l'être parce qu'elle ne présente pas les mêmes. Voilà, puis il y a des modes, on le voit aujourd'hui. La question se pose par exemple sur l'accès au Mont Blanc. Est-ce qu'on ne va pas mettre un système de licence exactement comme l'accès à l'Annapurna ou à l'Everest, parce qu'il faut éviter des systèmes de queue et d'embouteillage. Les dernières photos, vous les avez peut-être vues. Alors, on n'est plus dans l'aspect nautique, on est dans l'aspect montagne, mais malgré tout, vous avez peut-être vu les photos cet été d'accession à l'Everest où il y avait des queues de 300 personnes et on a eu 2 morts par frigorification parce que les mecs faisaient la queue pour attendre. Enfin, je veux dire, on tombe dans des dimensions totalement surréalistes. Et voilà, donc ces niveaux de réglementation, que ce soit des espaces comme Natura 2000, des espaces comme les parcs naturels, les réserves, ont leur utilité évidemment, mais surtout, voilà, on n'y accède pas juste comme ça. Et quand on va livrer des prestations de services dans un autre pays ou dans un autre espace européen, il ne faut pas du tout oublier de prendre en compte ces dimensions-là. Alors, il y a un deuxième élément qu'il faut prendre en compte, c'est évidemment les personnes, la fréquentation, parce que les kayakistes, les rafters, les stand-up paddlers, si on peut les appeler comme ça, ne sont pas tout seuls. Il y a d'autres usagers qui ont leur propre motivation. Alors on aime, on n'aime pas, mais c'est comme ça. Je pense par exemple aux producteurs d'électricité qui jouent un rôle énorme puisqu'ils ont une capacité de faire varier le débit des eaux en fonction des lâchers de barrage sur notamment les rivières de montagne, hein, enfin les rivières à partir d'un wild water 2, 3, 4, enfin bon en tout cas 3, 4. Sur l'Allier, évidemment qu'il y a moins de difficultés quand vous êtes en canoë avec des clients. Sur l'Allier, il y a moins de lâchers de barrage sur l'Allier. Par contre, si vous êtes sur l'Isère, on fait attention en aval de Bourg-Saint-Maurice. Quand ça se met à lâcher au mois de juillet, ça dépote un peu. Et voilà, donc c'est un usager comme les autres, EDF. Et dans d'autres pays de l'Europe, il y a les mêmes situations. Et puis bien sûr, il y a tout ce qui est pêcheurs-randonneurs qui sont là pour aussi un loisir qui fait qu'on doit partager avec eux. Et donc, les professionnels doivent garder en mémoire qu'il y a plusieurs typologies d'usagers sur ces espaces. Bien entendu, il y a les propriétaires terriens, les fermiers ou pas d'ailleurs, hein, les propriétaires terriens, en général le long des rivières. Je le sais parce que j'habite dans le Jura au bord d'une rivière et on sait très bien que voilà, c'est du terrain privé avec éventuellement des plantations, des cultures, voilà, et quand on passe sur les rivières, on veut faire une pause. C'est peut-être pas le bon endroit pour s'arrêter avec les clients. Donc voilà, il y a un deuxième élément alors qui est moins directement législatif, mais qui limite ou qui peut limiter ou qui peut restreindre l'accès à la rivière ou à la mer ou au lac pour des propos. Donc à garder également en mémoire quand on est dans le métier du tour operating ou de la livraison de prestations, de balades en canoë, en kayak, en raft ou en sup. Voilà, alors il y a un autre élément réglementaire également. Il y a plusieurs États membres, plusieurs pays qui ont essayé de mettre en place des systèmes de gradation des rivières, un petit peu comme sur les pistes de ski. On a les pistes vertes, bleues, rouges, noires. Vous connaissez tous ça. Tout le monde a vu les bronzés fonds du ski où on a des pistes plus ou moins difficiles et puis les hors-pistes. Dans les rivières, donc, certains pays ont essayé, notamment la France, ont essayé de mettre en place. Alors, on connaît tous les définitions du wild water niveau 1, 2, 3, 4, 5 éventuellement. On n'a pas beaucoup de Zambèze en France, par exemple, hein, où on est sur du WW5. On a plutôt du 1 à 4. Mais
Alors, c'est une réglementation, ça, qui est plus molle parce qu'elle est très difficile à mettre en œuvre. Les préfectures ont en réalité et de fait des difficultés, d'ailleurs ils n'ont jamais pris d'arrêté réel pour classer ces rivières, mais elles ont un impact parce qu'elles peuvent induire en théorie le niveau de qualification, par exemple, des professionnels qui vont aller livrer sur ces rivières. Alors, en cas de litige, est-ce qu'effectivement ça fonctionnerait? On peut se poser la question. Mais en tout cas, c'est un élément à prendre en compte parce qu'il a un impact sur l'organisation de la livraison du service. Donc, on garde ça également en mémoire. La France n'est pas le seul pays européen à avoir fait ces systèmes de classification. Et puis enfin, on a un élément alors, là qui est directement lié à cette organisation. La réglementation, c'est la réglementation de l'assurance, puisque je vous rappelle que la RC Pro, la responsabilité civile professionnelle, est une assurance quasi obligatoire dans quasiment l'ensemble des pays européens. À titre d'exemple, pour vous montrer l'importance de cette notion d'assurance pour les prestataires de services, eh bien, on va prendre par exemple la directive 2536 européenne sur la reconnaissance des qualifications. Quand un Européen change d'État membre et passe d'un État membre à un autre, il doit obtenir la reconnaissance de sa qualification si le pays d'accueil réglemente la profession. Eh bien, dans la directive, le seul document obligatoire à fournir n'est pas son diplôme ou son expérience professionnelle, c'est son assurance RC Pro. C'est-à-dire que le seul document qui a été jugé obligatoire et utile par la Commission, ça a été la RC Pro. Alors après, libre au pays d'accueil de demander une copie du passeport, de la qualification, de ce qu'on veut. Et il y a énormément de jeunes entrants dans le métier qui ignorent ce point. J'ai eu au téléphone il y a 3 semaines, je m'occupais d'aider un jeune Irlandais qui veut venir travailler en France et je lui dis, oui, on va te déclarer en libre prestation de service, très bien, donne-moi ton numéro de police d'assurance RC Pro. Et il me regarde et il me dit, de quoi? Je lui dis, t'es RC Pro, t'es un pro, t'as une RC Pro. Non. Ah, c'est un problème. Donc voilà, ça fait partie aussi des choses que, notamment les jeunes entrants, alors les vieux briscards qui traînent dans la outdoor depuis 20 ans, 30 ans, bon, on connaît un peu, on a l'habitude. Mais voilà, tout ça pour vous démontrer, pour vous rappeler qu'il y a un certain nombre de données législatives ou réglementaires qu'on peut quelquefois oublier dans le cadre de la livraison des prestations de services et qui font qu'on peut se retrouver dans des situations complexes. Je discutais tout à l'heure avec l'élu du Grand Lyon qui est en charge du sport. Hein. On parlait de la fréquentation nautique sur la Saône et le Rhône. Vous imaginez bien que ce sont des espaces qui sont certes ouverts à la circulation de tout le monde, mais en même temps qui ont ses propres règles, ses propres obligations. Et en fonction des états dans lesquels on va aller pour livrer la prestation, eh bien, les règlements peuvent être un peu différents parce que y a des histoires, des cultures, on pourrait en parler dans un autre webinaire, des professions réglementées. Il y a des fois, vous vous dites, mais pourquoi c'est réglementé? Parce qu'il y a des histoires historiques et culturelles qui ne sont pas les mêmes et qui font toute la richesse des États membres européens. Voilà, donc toutes ces dimensions font qu'il faut rester vigilant. Alors, il y a une dimension qui va faire le lien entre cet aspect, vous voyez, tout cet aspect réglementaire ou législatif. Et puis, on va parler, enfin, c'est pas moi d'ailleurs qui vais parler, on parlera de l'aspect humain dans quelques instants. Simplement, je voulais signaler aussi, et on va le voir avec avec le Covid, mais même avant, nos métiers de la outdoor ont énormément évolué depuis plusieurs années et continuent d'évoluer. On ne livre pas des prestations de la même façon qu'on les livre aujourd'hui, qu'on les livrait il y a 10 ou 15 ans. D'abord, le matériel a changé. Il est beaucoup plus performant et permet, et vous le voyez sur ce salon, il y a des matériels tout à fait stupéfiants en matière d'efficacité, en matière de fonctionnalité, qu'il était inimaginable de trouver il y a 15 ou 20 ans sur les salons professionnels, qui font que l'accès à la outdoor s'ouvre de plus en plus. Il y a tout un tas d'applications qui font que les gens ont
facilement, en disant mais c'est bon, je sais où je suis, je sais ce que je fais. On a même fait un blog, on avait fait un article sur ces applications, hein, Audrey, un article qui montrait que c'était super d'avoir des nouvelles applications qui permettent d'accéder plus facilement à la outdoor, mais qu'en même temps, ça fait aussi croire aux gens qu'ils ont des compétences qu'ils n'ont pas en réalité. Et donc c'est super tant que le téléphone passe, et au moment où le signal s'arrête, eh ben, le gars, il est perdu. Enfin, le gars ou la fille, hein, je veux dire, je suis pas... voilà. Il est perdu. Donc, ces nouvelles pratiques, ces nouvelles tendances, ces nouvelles approches de la outdoor font également que... Alors, c'est pas réglementaire, là, on est humain, mais peuvent donner l'impression que l'accession à l'espace nautique est super facile, pas de problème, c'est cool, alors qu'en fait, ça n'est pas cool. La outdoor n'est jamais cool. Tous les professionnels de la outdoor le savent. Chaque sortie est différente parce qu'on emmène des clients différents et il faut garder une vigilance extrêmement importante. Mais ces nouvelles pratiques, ces nouvelles façons d'aborder le monde de la outdoor sont extrêmement intéressantes, mais également voilà, donnent à l'accession à l'espace naturel une nouvelle dimension qui lie la technologie et l'humain et qu'il faut prendre en compte et garder en mémoire quand on utilise les engins merveilleux qui nous sont proposés par les exposants dans ce salon. Voilà pour ces éléments d'information sur l'aspect législatif et réglementaire. Maintenant, je voudrais passer à un autre aspect, un autre volet, qui est le volet humain. Pendant très longtemps, je le disais tout à l'heure, la fréquentation de la outdoor a été plutôt ouverte à des gens en pleine forme, bon, etc. On s'aperçoit aujourd'hui, on est dans une société qui est de plus en plus inclusive, c'est bien, c'est même formidable, parce qu'on a été une société exclusive pendant assez longtemps. La outdoor en tant que profession n'a pas été... Enfin, on part du principe souvent que c'est un peu plus compliqué dans la outdoor. C'est vrai qu'on a des problèmes d'accession, mais il y a des façons de faire pour inclure beaucoup plus de gens qu'on ne le fait aujourd'hui. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste, je suis plutôt un spécialiste du droit. Moi, je suis juriste, donc je suis plutôt un spécialiste des aspects réglementaires. Et donc, j'ai posé la question à un spécialiste qui s'appelle Jeza Williams, qui est néo-zélandais, qui est lui-même dans une chaise roulante parce qu'il a eu un accident en Europe, d'ailleurs, en Suisse, pour être plus précis. Il a eu un accident de canyon et donc il est paraplégique, pardon. Donc il est dans une chaise roulante et je n'ai pas pu le faire venir depuis la Nouvelle-Zélande. Mais je lui ai posé la question, je l'ai interrogé il y a quelques jours et je lui ai dit, Jeza, avec ta société Making Tracks, tu es un spécialiste, est-ce que tu peux nous donner quelques idées, quelques éléments de réflexion pour que les professionnels se posent la question de savoir comment ils pourraient ouvrir leurs prestations de services aux gens qui ont un handicap ou qui ont des difficultés de mobilité. Et voilà les suggestions et recommandations de Jeza. Je vous laisse les entendre. Alors, on les a sous-titrés en français pour vous parce que son niveau de français est assez limité. Et donc, on a sous-titré pour vous. Je vous laisse en compagnie de Jeza Williams. Hello, everybody. It's Jeza here, coming to you all the way from New Zealand. Thank you for inviting me, Jean-Yves, to the Leon Paddle Show. And so what I'd like to do over the next wee bit is give you an idea all about adaptive paddling. I'm Jeza Williams. I am the founder and CEO of Making Tracks, inclusive tourism experts in New Zealand. So thank you everybody for tuning in today. Over the next few minutes, I'm just really wanting to explain to you how simple it is to provide an adaptive experience and how we do it. Safety and understanding, and of course, where to next. So make yourselves comfortable, get yourself a lovely drink, and let's get underway. So, the most important thing to understand with any activity that is an adaptive experience is it is extremely simple, as long as you treat it the simple way. Now, through many years of experience, Making Tracks has taught us
that there is only a few things needed to make any adaptive sport possible. And the most important thing with this is the following: education, and that is to you, the industry; information, and that is to all of your clients. They need that appropriate information to confidently book or confidently partake in your activity. The next thing we need is cooperation, and that is between you, the industry, and your client. Adaption is our next little one, but the most important thing with adaption is to keep it safe, simple, and cost-effective. And of course, promotion. We can make everything inclusive, but we cannot make it known unless we turn around and make it mainstream promoted, creating awareness of possibilities. So that is the simplicity, the basics of providing an adaptive experience. Now, the simplicity of an adaptive experience, and every ability is different, as is the environment. So it can be quite daunting to start with. But trust me, it's not. So the first thing we want to look at is having the appropriate information. What this does is it assists the client's understanding of your product. The more information you can provide to your client, the more they know whether or not that activity is suited to them. As every ability is different, as every environment is different, it's very important that we work together and marry the two together perfectly, making sure that everybody understands everybody else. The other thing is educated operators. And that is your job, to become educated, to understand your client. Because as I said before, every client is different and everybody requires different needs, adaptations, or has different abilities or skills. But I find the most important thing to bring anybody into your business is communication, trust, and reassurance. What that means is everybody can adapt. So simple. Sort of blows your mind. A lot of people think of all the difficulties behind things, but it's not. It's the opposite. It's all about how possible things can be. So let's move along. We're going to be talking about a little bit of the difference of ways of thinking when it comes to an adaptive sport. Now, as we love to know, is we can make things very accessible, but it's important to understand the difference between accessibility versus inclusion. Now, most paddling activities are in wilderness areas, and they probably won't be accessible, but they will be inclusive. And I'll explain to you this in a minute. But the first things first, yes, there are many different ways to make an accessible entrance into a waterway. It's very important that you plan and you do it correctly. And it is also very important that a consultant is part of the decision making, so these mistakes don't happen. It's all about universal design. What that means is if you're building some adaptations, it's really important that it can be used by everybody. But the way we do it here in New Zealand, and the way that I believe the future of inclusion is about the possibilities. The cool thing is, it's now, it's simple, it's very cost effective, and it includes everybody. It's what we call advanced customer care. Now, in most water situations, you'll find that people are a team. We always work together. So you don't need very expensive infrastructure
to provide an experience. What you need is the information and to look outside the box. And there's so many different ways of achieving this. It could be basic transfers. It could be working with the client, understanding what the client needs. But the most important thing that I've got to keep pushing is every ability is different, as is the environment. So firstly, we need to understand the environmental limits. When it comes to adaptive sports, especially water-based, it's always very conservative when it comes to weather, when it comes to water flows and temperature. But it's important to understand the clients in relation to the temperature, the weather, and the flows, as every ability is different. All adaptations that are needed must be releasable and safe. There's so many little things that need to come in, like include awareness of abrasion and pressure. If somebody's got spinal cord injuries, they don't understand that they may be scratching their bum every time they paddle. So it's very important that you use the correct equipment for the position. And it's also really important to be aware of your client. There's so many things that can affect your client, whether it's their temperature control, their ability to transfer, how strong they are, or how much they weigh if you're intending to give them a hand and you are going to transfer. So these are all things we really need to look at. But adaptations, they can be so simple and easy. We can start with the basic. And this is just this beautiful SUP on our left. Amazing. The next thing is adaptations. Adaptations can be simple, safe, and cost effective. And this is really important to understand when it comes to adaptation, is it doesn't have to be expensive. We all need an initiative to start down this path. So it's important to look outside the box. Don't look at expensive infrastructure. Look for basic adaptations. You can see 3 different adaptations here. In New Zealand, we make universal harnesses that fit on rafts, kayaks, sea kayaks, anything and everything. They're good on skin and they're fully releasable. In America, paddle adaptations are made that you can see in the middle that are very cost effective and easy. And then when it comes to things like supping, you can have a look on the right there. It's very simple adaptations. And as we go forth, you'll see these adaptations are simple. And the cool thing is about rafting and about kayaking is you've got a team around you. So there's many different ways of looking at the picture. As a team, it's quite simple to be able to move people, to get people transferred into boats, etc., etc., etc. So you need to look at that picture and understand that everything is simple and is possible. In New Zealand, what we do is we provide our companies with all the information that is required. Every ability, as I said, is different. So it's very important to understand your client. And this has got to do with the ability of their client, the strength of the client, and the weight of the client. And also being able to know that people are people, and it's important to treat them as such. Because as I say, the only thing all humans have in common is their diversity. And everybody has got different abilities. So it's really important to actually know that the only barrier is misinformation. So your job is to take the initiative. Where this goes is totally up to you.
And this is the basic, the most simplest, easiest way to start down the path of adaptation. I will tell you that we are now entering the phase where things are going to change. We're also hitting the International Rafting Federation is coming to the party, and we're starting to do international raft races, hopefully coming next summer. So I think you should take the initiative, get started, and start rocking and rolling. And as Making Tracks is the head of the International Adaptive Rafting Federation and IRF, it'll be my pleasure to help anybody out if they need to go down that adaptive path. Just stay in contact. For a photo of that, let me help you start your process of becoming an adaptive paddling company. Voilà les éléments donc, que Jeza a pu enfin, dont il a pu nous faire part. Alors, il y a un élément qui a été très important, c'est que dans la prestation de service, on n'est pas des associations, on n'est pas des bénévoles. Et tout ça, c'est forcément lié à une problématique de marché. Donc, j'ai interrogé Jeza, je lui ai dit, mais est-ce que tu as des éléments sur la clientèle potentielle? Parce que le fait d'avoir un handicap, c'est une chose, mais enfin, c'est aussi des clients. Et d'ailleurs, il le dit très bien en disant ce sont des clients avec des besoins particuliers, plus que ce sont des gens totalement différents. Enfin, il a une vision de l'inclusion qui est très pertinente, évidemment. Et je lui ai demandé, est-ce qu'il avait des chiffres ou des informations sur le volume de clientèle potentielle en Europe? Et voilà donc la réponse de Jeza sur ce sujet. Well, yeah, funny you should say that, Jean-Yves, because I'm sitting right on this page right now. So the potential client within the European, according to the World Health Organization, is that there's 5 million wheelchair users for a start, but there's about 139 million people living with a disability within the European Union. So it's quite substantial. And then if people tend to go on a trip or have a disability, then they'll go with their friends, with their families, with their associates. You know, so you might as well double these numbers. So we are looking at quite a large number of clients. Of course, you won't get everybody, but the thing with accessibility and with inclusive or adaptive adventure is once you start down this movement, then the more awareness comes and it starts to snowball effect. And what we've seen here in New Zealand is it's definitely starting that snowball effect to roll on. So the more we initiate, the more simple we make it, the more people know, the more awareness we have, then what's going to happen is more and more people are going to get out there and enjoy and partake. So it's a whole mega amount of clients out there waiting for Europe to open up their product to all these amazingly awesome people. So thank you very much, everybody, for listening to this little talk on adaptive waterways, paddling sports. And please, it'll be fantastic if you needed any more info, just get in contact with me. But boom, let's make Europe adaptable and inclusive. It's fantastic to talk to you all. Thank you very much. I look forward to hearing from you soon. Merci Jeza pour cette intervention. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce que je voulais passer comme information sur l'accès donc à la nature et en particulier aux espaces de plein air, tant du point de vue légal que du point de vue humain. Ce soir, on refera une version à 4 heures en anglais. Et puis demain, je vous parlerai du Brexit, avec les conséquences du Brexit dans les relations entre la Grande-Bretagne et l'Europe, tant du point de vue de l'importation ou de l'exportation d'ailleurs du matériel, que du point de vue de la livraison des prestations de services, parce qu'il y a beaucoup de changements
Et demain, j'aurai des invités virtuels, un avocat à Bruxelles et puis un avocat français qui viendront nous rejoindre virtuellement. Pour ce soir, alors il y a peut-être des questions sur le sujet d'aujourd'hui. S'il n'y en a pas, eh bien, je vais vous souhaiter un excellent après-midi. Et puis on se retrouve pour vous demain en français. Alors ce sera à la même heure sur le Brexit. Et puis à 4 heures, on refera cette version en anglais. Merci de votre participation. À bientôt. Au revoir.